Bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la psychoéducation. Nous avions vu différents modèles dans le passé, enfin dans les autres tutoriels, le conditionnement, le modèle neurobiologique de Gray, le modèle étiologique. On va voir le quatrième et dernier modèle qui lui en général est enseigné à la deuxième séance dans le cadre du traitement des troubles anxieux, TOC, phobie, agoraphobie, etc., qui est le modèle cognitif de Beck. Donc, il faut dire à vos patients, pour ce modèle, il faut leur poser la question, parce que n'oubliez pas que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redirai plein de fois, il faut qu'il y ait un échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à proposer des devinettes à vos patients pour créer un échange, pas juste faire votre cours magistral et les assommer avec votre savoir. Donc posez la question à vos patients, qu'est-ce qui s'est passé de marquant et de positif dans les années 1970 ? Alors justement, vos patients ils vont se dire, je ne sais pas, ils se trompent souvent, ils disent parfois des choses, le téléphone c'est bien avant, le Minitel, mais non, Minitel c'est les années 80, la libération de la femme, mais ça c'est les années 60, etc. Et puis il y en a un en général qui vous dire l'informatique. Ah, l'informatique, mais quoi exactement? Les ordinateurs. Mais lesquels ordinateurs? Les ordinateurs personnels. Voilà ce qui s'est passé de majeur dans les années 1970. C'est l'arrivée des ordinateurs personnels, donc des ordinateurs pour tous, pour les particuliers. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Les ordinateurs étaient si lourds et si grands et si chers que seuls les instituts ou les gouvernements pouvaient en posséder. Je vous rappelle que dans les années 60, un disque dur pesait une demi-tonne, 500 kg. Il fallait donc un camion pour déplacer un disque dur. Quel rapport avec la thérapie cognitive, le modèle cognitif? Le rapport, c'est que c'est justement cette révolution, cet accès à l'informatique qui a développé la pensée neuroscientifique qui est liée au fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, comme un processeur d'ordinateur. Et là, vous posez la question à vos patients, c'est-à-dire, qu'est-ce que fait votre cerveau? Quelle est la fonction principale de votre cerveau? Et que fait aussi un ordinateur? Vous laissez réfléchir. Bon, souvent, ils vont vous dire ah, la mémoire. Et non, la mémoire, c'est le disque dur, c'est pas le processeur. Donc, et puis, ils vont commencer à dire ah oui, l'analyse. Ah, voilà, l'analyse. Oui, analyse des informations. Oui, analyse des informations. Mais donnez-moi un terme plus scientifique et plus informatique. Le traitement. Oui, traitement de quoi? Des données. Donc, en fait, ce qu'il faut bien dire à vos patients, c'est que leur cerveau, tout comme un processeur d'ordinateur, sa fonction principale, c'est le traitement de données. C'est-à-dire que le cerveau de vos patients, notre cerveau à tous, traite en permanence des données, traite en permanence des informations. Et là encore, adressez-vous à vos patients, en groupe, je vous rappelle que ça se fait en groupe. D'accord, votre cerveau traite des informations en permanence, mais quelles informations votre cerveau traite-t-il? Et donc vos patients vont encore réfléchir, ah oui, je ne sais pas, les sentiments, les émotions, non, mais d'accord, plus précisément. Ah, ce qu'on sent, ce qu'on voit. Ah, c'est ça. Ce que notre cerveau à tous et ceux de vos patients fait, c'est qu'il traite en permanence des informations sensorielles. Ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Bon, ça c'est ce que fait tout le monde. Et l'idée, c'est que dans une situation donnée, notre cerveau ne peut pas tout analyser. C'est-à-dire que le cerveau de vos patients, tout comme le mien, tout comme le vôtre, a des limites et ne peut pas tout analyser. Il ne peut pas analyser tous les objets, toutes les couleurs, tous les sons, toutes les odeurs, tous les contacts qui se passent en même temps. Donc le cerveau va faire une sélection des informations pour n'analyser qu'une partie des informations présentes dans l'environnement. Cette sélection des informations est rendue possible par des schémas cognitifs ou des croyances. C'est la même chose. Les croyances sont acquises par vos patients ou par nous tous durant l'enfance. Donc, les schémas cognitifs ne sont pas innés, on n'est pas avec. Ce qui nous permet de sélectionner les informations les plus pertinentes, c'est notre expérience. Ce sont donc nos schémas cognitifs ou nos croyances. Bon. Et ça, c'est un point très important à expliquer. Puisque on ne fait pas attention aux mêmes choses, puisqu'il y a une sélection des informations, cela va influer sur notre interprétation de la situation, sur nos pensées, sur notre point de vue par rapport à une situation. Vous pouvez prendre un exemple pour vos patients.
vous leur posez la question. Si je vous sers une tasse de thé vert, ouais, j'ai bien dit thé vert, hein, j'ai pas dit café, hein, par rapport aux règles hygiéno-diététiques. Si je vous sers une tasse de thé vert, qu'allez-vous faire avant de la boire? Eh bien, autrement dit, quelle information vous allez sélectionner? Vos patients vont vous dire, ah oui, je vérifie qu'elle n'est pas chaude, qu'il n'y ait pas donc, des fumerolles, hein, une vapeur qui s'en échappe. Quand je touche, je vérifie que ce ne soit pas trop chaud, parce que je sais qu'un thé trop chaud va brûler. Mais ce faisant, ils n'ont pas regardé la frise décorative de la soucoupe, les motifs répétitifs de la tasse de café. Donc on voit bien qu'il y a une sélection des informations. Eh bien, c'est pareil, c'est ce que font vos patients dans les environnements qu'ils redoutent, les environnements qui leur font peur ou les environnements de tentation. Donc, demandez à vos patients, une fois plus l'échange, hein, demandez-leur une situation qui leur fait peur. Donnez-moi une situation concrète qui vous fait peur, s'il vous plaît. Ah oui, moi l'avion. Ah oui, moi c'est quand les portes du train se ferment. Ah, moi c'est quand je vois un chien qui n'est pas en laisse. Ah, moi c'est quand je vois du sang par terre. Bon, et donc, ils vous ont donné les situations, vous leur dites bien. Quand vous êtes dans ces situations-là, à quoi faites-vous attention? C'est-à-dire, quelle information vous sélectionnez dans l'environnement? Ah oui, moi quand je rentre dans l'avion, je sélectionne l'information, je me focalise donc sur les portes, les sorties de secours, les aérations, la tête de l'hôtesse, l'expression du visage des passagers, le nombre de passagers. Ah oui, moi dans le train, je regarde comment elle porte, comment elle sas, si j'ai la place pour m'asseoir, où est la prochaine station. Ah oui, moi sur l'autoroute, je fais attention au plan d'autoroute, je fais attention au panneau de sortie aussi, je fais attention aux camions et je fais attention aux glissières. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une sélection des informations. Bon. Et juste avant, je l'ai bien dit, cette sélection des informations va influer sur les pensées. Or, vous l'avez vu, chez ces patients-là, leurs schémas cognitifs, leurs croyances sont erronées. Il y a une erreur. C'est-à-dire qu'ils vont sélectionner, comme je vous l'ai dit dans les exemples, ils vont sélectionner dans l'environnement tout ce qui a trait au danger. Ils vont faire attention à la porte pour savoir comment on va sortir. Ils vont faire attention au sang parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ils vont faire attention au bruit de la fermeture de la porte. Ils vont faire attention au paquet de cigarettes, etc. Donc, mais ils ne font pas attention au reste. Donc, puisqu'ils se focalisent sur ce qui a trait au danger, pas de surprise, ça influe sur l'interprétation de la situation et ça produit, ça génère l'interprétation de catastrophe, qui est, par exemple, l'avion va s'écraser, je vais mourir, je vais faire une attaque de panique, je vais devenir fou, le rat va me mordre, je vais être contaminé, un malheur va m'arriver, je vais perdre le contrôle, etc. Plein. Et c'est ça qui déclenche l'anxiété. C'est la phase suivante. Comme le patient a ses pensées de catastrophe, ou de tentation, mais là ici c'est de catastrophe, eh bien, il va donc avoir la sensation qu'il est en danger, et pas de surprise. S'il a l'impression qu'il est en danger, ça déclenche le système de protection qui est, vous demandez à vos patients, l'anxiété. Donc l'anxiété ne vient pas par magie, elle vient parce que juste avant, la personne a interprété la situation de manière catastrophique et s'est crue en danger. Ça, c'est un point très important qu'il faut que vous disiez à vos patients. C'est que ce qui les rend anxieux, ça c'est la phrase clé qu'il faut vraiment leur dire. Ce qui les rend anxieux, ce n'est pas la situation, c'est l'interprétation qu'ils en font. Donc c'est l'interprétation qu'ils en font qui conduit à l'anxiété et non pas la situation elle-même. Donc vous pouvez donner des exemples, par exemple, vous pouvez dire, voilà, si j'ouvre la porte, donc vous dites à vos patients, et je laisse rentrer 2 tigres et 1 lion adulte. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous ressentez? Les patients vont vous dire, oh, on va se sentir anxieux, des lions, des tigres. Et vous leur dites maintenant, d'accord. Et maintenant, imaginez que vous êtes dompteur de fauves. Vous avez passé votre vie dans les cirques. Depuis l'enfance, vous avez fréquenté des tigres et des lions, et vous les connaissez bien. Et votre spectacle consiste à les dompter. Alors, si je laisse rentrer des tigres et des lions, ça vous fait quoi? Pas d'anxiété. Vous voyez? Pourtant, c'est toujours le tigre et les lions. Mais c'est parce que leur présence a été interprétée différemment. Donc ça, c'est très important. Et de ce modèle-là découlera la thérapie cognitive qui consiste, ou la restructuration cognitive, qui consiste à modifier justement cette interprétation pour la rendre réaliste et donc plus sereine, plus saine, plus équilibrée. En tous les cas, l'anxiété, donc, les pensées, l'interprétation de catastrophe provoquent l'anxiété, et l'anxiété va provoquer en général la fuite, pour les phobies, ou va provoquer les rituels, pour les TOC.
Donc le but, ça va être de modifier cette interprétation. On verra ça dans la thérapie cognitive. De modifier cette interprétation pour qu'elle soit plus équilibrée et qu'elle ne génère plus d'anxiété. Parce que ça, il faut bien le dire à vos patients, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour évoluer, et on peut tous à un moment donné changer de point de vue. Donc c'est possible de le faire pour la thérapie. De ce modèle découlera la thérapie cognitive, dont nous parlerons dans un prochain tutoriel. Merci pour votre attention.